En 1965, il était clair pour le président Lyndon Johnson qu'une escalade des forces militaires américaines serait nécessaire pour combattre les forces communistes à l'œuvre au Nord-Vietnam. La guerre terrestre a officiellement commencé pour les forces américaines lorsque 3500 Marines ont été envoyés le 8 mars. En décembre, ce nombre avait été porté à plus de 200 000. En mission défensive pour aider l'armée sud-vietnamienne et ses alliés, les forces américaines auraient été besoin des armes appropriées pour combattre un tout nouveau type d'ennemi sur un tout nouveau type de champ de bataille. Basé sur une longue série d'armes expérimentales dérivées du M1, y compris quelques modèles proposés par Jean Garand lui-même. L'armée américaine a testé des dizaines de modèles de 1945 à 1950 et un finissant par façonner le fusil qui serait désigné comme le M14 en juillet 1959. Cependant, des retards de production ont fait que la seule unité à être entièrement équipée de la nouvelle arme serait la 101e division aéroportée à la fin de 1961. Nos forces ne seraient entièrement équipées du nouveau fusil qu'en juillet 1965. Au moment où les forces américaines étaient entièrement équipées du fusil, son utilisation pendant la guerre du Vietnam avait rapidement révélé ses points forts ainsi que ses faiblesses. Les cartouches Zoten de 7,62 mm pénétraient très bien les broussailles et les abris, et l'arme avait une portée de tir de plus de 2000 pieds d'énergie à la bouche. D'un autre côté, les premiers modèles du fusil avaient des crosses en bois qui gonflaient et se dilataient dans le climat humide de la jungle, ce qui affectait la précision du fusil. En mode entièrement automatique, le recul était si intense que l'arme à feu devenait presque incontrôlable au combat, rendant toute visée impossible. Enfin, la végétation dense de la jungle, combinée à la longueur et au poids du M14, faisait du fusil un fardeau encombrant pour les fantassins. En grande partie à cause de ces problèmes, le M14 serait le dernier des fusils de combat à être distribué en quantité aux forces américaines. Aujourd'hui, le M14 est principalement utilisé comme arme cérémonielle par les gardes d'honneur, les porte-drapeaux et les équipes de démonstration. Cependant, dans les années 90, le fusil a été modifié en fusil de tireur d'élite, désigné et distribué aux équipes de sécurité spéciale et aux snipers. Le 1er bataillon du régiment d'infanterie des États-Unis est la seule unité de combat de l'armée où le M14 est encore l'équipement standard. En 1966, le secrétaire à la Défense Robert McNamara a autorisé le remplacement du M14 par le M16, comme fusil de service standard. Cela a suscité des réactions mitigées. Beaucoup de soldats le sont restés attachés à leur M14, tournant en dérision le M16, qu'ils considéraient comme un jouet Mattel fragile et sous-puissant. L'arme était en fait très légère, ne pesant que 6 livres lorsqu'elle était chargée avec 20 cartouches. La cartouche de petit calibre 5,56 mm Zotan a contribué aux inquiétudes initiales concernant le manque de puissance de feu de l'arme. Mais les tests menés par le commandement de l'armée continentale des États-Unis sous la direction du général Willard G. Wyman ont conclu qu'une équipe de 8 hommes, chacun armé du M16, disposait de la même puissance de feu qu'une équipe de 11 hommes équipés du M14. En octobre 1961, Armalite, le fabricant initial du fusil, alors connu sous le nom d'Armalite Rifle 15, a envoyé 10 de ces nouvelles armes aux forces alliées au Vietnam pour des essais sur les véritables champs de bataille. Après une réponse enthousiaste, 1000 autres ont été envoyés aux alliés
Alors que les unités des opérations spéciales des États-Unis faisaient tant l'éloge de l'arme et que l'États-Unis Air Force adoptait officiellement le fusil, désormais désigné sous le nom de M16 en 1962, les premiers envois de l'arme sont arrivés entre les mains des soldats américains sans instructions appropriées ni matériel de nettoyage. Les premiers modèles manquaient également du canon et de la chambre chromée présents sur le M14, ce qui conférait à ce fusil précédent une robustesse que le M16 n'avait pas. La saleté était la corrosion due à la poudre et à l'huile provoquée comme un défaut d'enrayement du M6 connu sous le nom de Failure to Extract, où une douille usagée restait coincée dans la chambre après le tir, empêchant ainsi de tirer à nouveau. Bien que le poids plus léger et les munitions plus petites permettaient à un soldat de transporter plus de munitions et donc plus de puissance de feu, les problèmes de durabilité et de fonctionnement du M16 allaient s'avérer mortels à plusieurs reprises, comme le note un fusilier marin. Sur les 72 hommes de notre section, seuls 19 sont revenus. Croyez-le ou non, savez-vous ce qui a tué la plupart d'entre nous? Notre propre fusil. Pratiquement chacun de nos morts a été retrouvé avec son M16 démonté à côté de lui, là où il essayait de le réparer. Bien que les premiers problèmes du M6 aient donné à l'arme une réputation de manque de fiabilité, une réputation qui persiste encore aujourd'hui. Les fabricants ont rapidement lancé le M6-1, un modèle qui a corrigé les défauts mortels de la version précédente. La chambre et le canon étaient désormais chromés. Une formation intensive a été dispensée à nos troupes et des produits de nettoyage appropriés ont été fournis aux soldats avec les armes. Le premier grand conflit de la guerre du Vietnam fut la bataille de Ia Drang qui commença avec l'affrontement à la zone d'atterrissage X-Ray. La semaine précédant Thanksgiving en 1965, l'armée américaine s'est retrouvée face à face avec l'armée nord-vietnamienne pour la première fois. Ce fut une bataille qui mènerait à l'attribution de 3 médailles d'honneur distinctes. L'une d'elles a été décernée au premier lieutenant Walter Joseph Marm. Joe Marm venait tout juste de terminer l'école des officiers et l'école des Rangers lorsqu'il a reçu de nouveaux ordres. Une nouvelle division de l'armée était en train d'être formée, la première division de cavalerie, et ils avaient un besoin d'officiers. Le lieutenant Marm a été affecté au 7e régiment de cavalerie, dont le commandant le plus célèbre avait été le général George Armstrong Custer. Les nouvelles unités aéroportées testaient l'utilisation des hélicoptères pour la cavalerie, transportant rapidement des groupes d'hommes là où ils étaient nécessaires au combat. Et la première bataille dans laquelle les hélicoptères allèrent les transporter était celle de Yajang. Une bataille qui semblait devoir se transformer en une défaite aussi ignominieuse que celle de Custer. Les régiments de l'armée nord-vietnamienne ou armée nord-vietnamienne avaient tenté de détruire un camp des forces spéciales américaines et la première division de cavalerie les poursuivait. Le 14 novembre 1965, cette poursuite mena le 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie dans la vallée de Yajang pour une mission de recherche et destruction. Le lieutenant-colonel Al Moore, commandant de bataillon, entra en premier dans la vallée avec sa compagnie Bravo. 16 hélicoptères ont transporté la compagnie Bravo jusqu'à la zone d'atterrissage X-Ray, située au nord-est du mont Chupong. Ils devaient sécuriser la zone d'atterrissage et attendre les compagnies Alpha, Charlie et Delta du bataillon. Vue du ciel, la zone d'atterrissage X-Ray semblait plate et dégagée. Au sol, c'était une toute autre histoire. La zone d'atterrissage était couverte d'herbes à éléphants pouvant atteindre 1,50 m de haut, parfaite pour dissimuler des soldats ennemis. Ces termitières parsemaient la zone, assez grande pour offrir une couverture aux unités armées.
Le colonel Moore savait que l'ennemi avait des forces dans cette zone. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 régiments de l'armée nationale vietnamienne étaient rassemblés à proximité. Bien plus de soldats que dans la seule compagnie qu'il avait réussi à faire venir jusqu'à présent. Avec le M16A1 et les variantes ultérieures du fusil, l'armée américaine avait trouvé sa nouvelle arme de combat standard. En 1968, le M16A1 avait été largement adopté par nos troupes et avait officiellement remplacé le M14 en 1970. La production mondiale totale de la famille d'armes M16 dépasse les 8 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'arme la plus fabriquée de son calibre, et elle a été utilisée dans tous les conflits impliquant les États-Unis depuis la guerre du Vietnam. Le système d'armes M16, développé pour la première fois par John Stoner il y a près de 50 ans, est une arme qui a longtemps servi. Elle était détestée à ses débuts. Développée et déployée par les soldats américains au Vietnam, il y avait une rumeur qui circulait selon laquelle l'arme était auto-nettoyante et il y a eu beaucoup de problèmes avec les munitions choisies. Il semblerait que la poudre encrassait le mécanisme, causant des problèmes. Les tolérances sont tellement serrées dans cette arme qu'elle était sujette à l'encrassement et au blocage à cause de ces problèmes. C'est une arme dont la plupart des défauts ont été corrigés. Elle est extrêmement robuste. À l'époque où elle a été développée, elle était considérée comme une technologie presque futuriste. C'était une arme totalement dépourvue de bois, contrairement à toutes les armes à feu militaires américaines jusqu'alors. Elle était légère, très portable et utilisait un nouveau type de cartouche, la cartouche calibre 223 ou 5,56 mm. On pensait qu'une cartouche de plus petite taille permettrait aux soldats de l'armée américaine de transporter beaucoup plus de munitions sur eux. Si vous souhaitez voir plus de nos documentaires historiques, merci d'aimer, de partager et de vous abonner.